je me permets d'interrompre quelques minutes cette interview pour vous introduire le nouveau sponsor du podcast. Il s'agit de Content Square. On connaît tous cette problématique. Votre prospect navigue sur votre site mais quitte la page juste avant de finaliser son achat ou son inscription. C'est pas facile de savoir où se trouve le point de friction. C'est là que Content Square entre en jeu. Pour comprendre rapidement les parcours de vos clients et leurs interactions sur vos sites et applications mobiles, Content Square est une plateforme qui agrège toutes les données dont vous avez besoin. Que ce soit de l'expérience analytique et du monitoring, du product analytique et même la voix du client, ces insights quanti et quali vous donnent les clés pour optimiser vos pages et vous aider à prioriser. Que vous soyez dans le marketing, la tech ou le produit, Content Square vous aide à améliorer l'expérience client et optimiser chaque étape du parcours utilisateur, quels que soient vos besoins ou la taille de votre entreprise. Ça vous intéresse de tester ? Toutes les infos sont en description de l'épisode. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, Lucas, PMM freelance et auteur de la newsletter spécialisée dans l'IA The Product Courrier, vient au micro du podcast pour expliquer comment faire de l'IA votre assistant virtuel et gagner jusqu'à 15 heures par semaine. Il commence par décrypter les technologies derrière ces outils pour mieux comprendre le fonctionnement et la posture qu'on doit adopter. Il partage ensuite des cas d'usage concrets, de recherche, brainstorming ou encore de création de contenu, avec la stack d'outils associés pour nous aider à être plus efficaces dans notre quotidien de PMM. Enfin, il partage aussi son point de vue sur comment l'IA permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et de repenser le rôle du PMM. Bonne écoute! Salut Lucas, comment tu vas? Salut Carlotta, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Moi de mon côté, donc, je m'appelle Lucas. Je suis créateur de la newsletter qui s'appelle The Product Courier, donc, où je partage à plus de 2000 professionnels du produit aux États-Unis et en France des tips pour intégrer l'IA dans leur routine. C'est une newsletter que j'ai lancée avec un collègue PM il y a 6 mois maintenant et sur lequel on a eu très vite une belle traction, donc c'est assez cool. Qu'on a commencé à monétiser il y a quelques semaines, donc super excitant. On fait un focus sur une news du marché de l'IA, donc globalement ce que doivent absolument savoir les gens qui bossent dans le produit sur l'IA, parce que le sujet évolue toutes les semaines, globalement toutes les semaines il y a une nouvelle feature, il y a une update, il y a une levée, etc. Qui vaut la peine d'être couverte. Et on partage également un tutoriel, donc ça peut être par exemple un prompt ou un cas d'usage sur comment est-ce que tu peux utiliser l'IA pour être plus efficace dans ton job. Donc, par exemple, comment tu peux utiliser l'IA pour de la recherche marché, comment tu peux utiliser l'IA pour itérer sur ton messaging, voilà, donc tous ces cas d'usage-là. Et à côté de ça, je suis également freelance, donc en product marketing également, et donc j'accompagne des startups qui sont B2B sur leur stratégie go-to-market, de la définition de leur positionnement et de leur stratégie go-to-market au global, jusqu'à la clarification de leur proposition de valeur et de leur messaging. En tout cas, ta newsletter est super inspirante. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es là aujourd'hui. On va parler d'IA, on va parler de ChatGPT et plein d'autres outils pour qu'en tant que PMM, on puisse aussi utiliser ces outils de manière optimale et que ça devienne, comme tu disais, nos assistants au quotidien. Et pour commencer, j'aimerais qu'on mette quand même un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir de manière générale sur l'IA pour comprendre comment ça fonctionne et donc pour bien l'utiliser? Ouais, carrément, avec grand plaisir. Déjà, je pense la première chose et qui est fondamentale, c'est qu'il y a plein de types d'IA différentes, avec des niveaux de complexité différentes, avec des niveaux d'évolution différentes, enfin plutôt de maturité différentes, etc. Il y a des IA, par exemple, dont le rôle, ça va être essentiellement de faire de la prédiction, comme par exemple des IA qui sont très intégrées aujourd'hui, ça va être de la recommandation produit sur les shops e-commerce, par exemple. Donc ça, c'est des IA qui sont largement implantées, etc. Il y a des IA de prédiction financière également, donc tout ça, c'est vraiment des IA dont le rôle, c'est d'être capable d'identifier à partir du passé ce qui va venir après et de proposer la bonne recommandation. Il y a des IA dont le rôle, c'est de faire de la reconnaissance d'image. Et il y a des IA, donc ça, c'est le type d'IA sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, dont le rôle est de créer du contenu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Generative AI. Et ces technologies de Generative AI, aujourd'hui, elles sont largement disponibles sous une forme conversationnelle, qui est un autre type d'IA, d'ailleurs, avec notamment ChatGPT, Claude 3.5, Gemini, etc. Et tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment ça fonctionne? Globalement, la plupart des IA ont
ont un fonctionnement assez similaire, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'immenses corpus de données pour fonctionner. Donc typiquement, ChatGPT, c'est une IA qui est entraînée sur un corpus de données qui est absolument gigantesque, l'ensemble de l'Internet, Wikipédia, etc. Et à partir de ces données, donc de ce volume absolument immense de données, ils vont être capables d'identifier des patterns. Et à partir de ces patterns, ils vont être capables de générer du contenu. Donc pour ça, ils vont utiliser des modèles mathématiques et des probabilités. Globalement, l'IA, en règle générale, même si ça paraît magique, il n'y a rien de magique derrière, c'est des maths et des probas, globalement. Donc, par exemple, si tu as une phrase qui commence par « j'aime la pizza au » et que tu veux que tu demandes à un modèle de deviner la suite de la phrase. Donc, typiquement, le modèle, il va probablement te dire « j'aime la pizza au chorizo », par exemple. Parce que c'est une réponse qui est statistiquement probable. C'est d'ailleurs la réponse qui est la plus statistiquement probable, imagine. Cette réponse est beaucoup plus statistiquement probable que j'aime la pizza au coca ou à la glace au chocolat, par exemple. Je ne sais même pas si ça existe, etc. Mais en tout cas, ce sont des réponses qui sont assez peu probables. Voilà. Donc le modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer en revue toutes les options qui sont disponibles, il va les scorer, et à partir de ce score, il va formuler une réponse. Et est-ce que sur ChatGPT, du coup, c'est cette même base pour les réponses? Est-ce qu'il y a une autre manière de fonctionner? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on va aussi se focus là-dessus pour la suite de l'interview. Alors, il faut savoir que ChatGPT, c'est un produit qui évolue extrêmement rapidement. ChatGPT, c'est un produit qui utilise la technologie GPT, donc du coup, qui est une technologie qui existe depuis un moment et qui a été ensuite diffusée à travers un modèle de chatbot, donc qui est ChatGPT, globalement. Les deux ayant été faits par OpenAI. Voilà. Mais les modèles GPT étaient utilisés par exemple par des boîtes tierces bien avant ChatGPT. Voilà. Par exemple, Copy.ai, je crois qu'ils existaient bien avant ChatGPT. Enfin, de mémoire, je crois les avoir utilisés il y a quelques années avant ChatGPT, quoi. Voilà. Et donc ces IA, par exemple, ChatGPT, ça intègre différents types d'IA. Ça intègre donc de la GenAI, de la GenAI qui va être portée sur le texte, de la GenAI qui va être aussi portée sur les images, etc. C'est une IA qui est conversationnelle, qui intègre aussi de la reconnaissance d'image, ou en tout cas qui est pluguée avec des IA de reconnaissance d'image. Donc typiquement, moi je l'utilise énormément pour envoyer des captures d'écran, et par exemple, un cas d'usage tout bête, envoyer un graphe en capture d'écran et demander de reconstruire le tableau de base avec les données, vu que ça le fait de manière extrêmement précise, vu que tout ça, en fait, ce sont des petits pixels. Donc en fait, l'IA est capable d'identifier, de rapporter ces pixels avec un tableau en abscisse et désordonné, quoi. Et ensuite est capable de retranscrire en tableau. Donc ChatGPT, globalement, c'est une IA dans laquelle il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. Mais le cas d'usage principal, c'est surtout la GenAI aujourd'hui. Et du coup, pourquoi on doit s'y intéresser, et notamment en tant que PMM? Ok, très bonne question. Je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de s'y intéresser et même d'utiliser activement ces IA. Ce sont des technologies qui ont certaines limites, on en parlera plus tard, mais ce sont des technologies qui apportent tellement de valeur dans le quotidien du product marketer s'il apprend à les utiliser, il ou elle apprend à les utiliser, qu'il faut absolument s'y mettre et il faut s'y mettre le plus rapidement possible, quoi. Donc je vais partir de mon expérience ici. Personnellement, donc, comme je le disais, moi ça fait des années que je m'intéresse au sujet. J'avais déjà testé à l'époque quelques apps qui utilisaient à l'époque GPT-3, donc qui étaient déjà embarqués dans certaines apps spécialisées de copywriting, etc. Je me souviens avoir fait des tests pour demander de rédiger des lettres de motivation pour des jobs, juste pour tester le cas d'usage, quoi. Les résultats étaient impressionnants, mais pas non plus ultra satisfaisants. On est très loin aujourd'hui de la qualité des résultats qu'on a avec ChatGPT 4o, etc. Et lorsque ChatGPT est sorti, j'ai directement commencé à geeker dessus et essayer de voir, ok, comment ça fonctionne, quelles sont les limites de ce software, etc., quoi. Et c'était loin d'être parfait, mais il y avait des améliorations significatives par rapport à tout ce que j'avais testé dans le passé. Au fur et à mesure, la technologie s'est améliorée. J'ai commencé à l'intégrer dans mon quotidien, notamment quand je travaillais à Scaleway. Et après quelques semaines à me familiariser avec l'outil, à identifier des cas d'usage qui marchaient bien, etc., j'avais très vite gagné 15 heures par semaine. Donc ça fait globalement une augmentation de 35-40% de la productivité. C'est marrant, on parle du sujet de pourquoi est-ce qu'il faut payer une licence ChatGPT, mais ça fait partie aussi pour moi de la réponse. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les tâches qui étaient vraiment chronophages et qui étaient standardisées, sur lesquelles j'apportais peu de valeur au quotidien, je pouvais les déléguer à ChatGPT ou je pouvais les faire 90% plus rapidement
grâce à ChatGPT ou d'autres modèles d'IA. Donc typiquement, un très bon exemple, c'est que quand tu vas faire un lancement de produit, parfois tu vas faire des contenus qui sont très standardisés. Tu vas faire par exemple, je sais pas, une press release. Voilà. La press release, c'est l'exemple type du contenu qui est ultra standardisé. Aujourd'hui, l'IA fait des press releases bien mieux que la plupart des gens. Parce que c'est un exercice qui est complètement standardisé et parce que cette IA-là a été entraînée sur un volume de données extrêmement conséquent et est capable de reproduire, d'intégrer toutes les bonnes pratiques de rédaction de press release dans la génération du contenu. Alors que la plupart des PMM, par exemple, vu que ce n'est pas leur job de base, ils n'ont pas fait de RP, ils n'ont jamais fait de press release, ils vont en faire une et globalement, ils ne connaissent pas forcément l'exercice, etc., ou ils vont reprendre un template, etc. Donc l'IA permet d'aller beaucoup plus rapidement sur, par exemple, tous ces exercices de création de contenu qui sont standardisés. Donc par exemple, aujourd'hui, moi, je l'utilise pour absolument tout. Ça ne veut pas dire que je vais reprendre les outputs de l'IA, mais ça veut dire que dès que j'ai un cas d'usage maintenant, j'utilise l'IA très rapidement pour voir, OK, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux aller plus vite, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout déléguer à 100% à l'IA, au contraire, parce qu'il faut, quoi qu'il arrive, développer une expertise, parce que c'est comme ça qu'on sait que les résultats de l'IA sont bons ou pas. Mais en tout cas, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Justement, j'aimerais rentrer plus dans le détail sur ces cas d'usage pour que vraiment tu puisses nous donner des exemples, des conseils sur comment les mettre en place. Là, tu nous parlais par exemple de la press release. On va parler de plusieurs cas d'usage spécifiques, donc de la research, du brainstorming, de la création de contenu. On peut commencer par la research si tu veux. Je te laisse nous expliquer un peu l'avant-après, si tu as des tips, des conseils, des exemples. Alors, premier tips, utiliser Perplexity. Donc aujourd'hui, c'est une boîte c'est une startup qui devient de plus en plus connue. Je crois que maintenant, elle est valorisée à 6 milliards. Ils viennent de faire une levée il n'y a pas très longtemps, donc c'est quand même une boîte qui est très sérieuse. Eux, ce qu'ils proposent globalement, c'est un peu du Google boosté à l'IA. Donc ça fonctionne comme ChatGPT. La seule différence, c'est que ça va faire des recherches sur le web et ça va être capable de prendre les résultats, de formuler des synthèses, etc. Donc typiquement, sur tout ce qui est market research, moi j'utilise beaucoup Perplexity parce que ça me permet déjà d'avoir une synthèse de certains sujets, en tout cas macro. Donc ça permet de très rapidement avoir une connaissance de surface d'un sujet, alors qu'avant ça prenait quand même beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'utilise beaucoup Perplexity pour ça. L'avantage c'est qu'ils citent leurs sources, donc ça me permet aussi d'identifier plus rapidement des sources, des études, plutôt que d'aller creuser dans Google sur la page 4 ou 5 ou de multiplier les requêtes pour essayer de trouver des études. Je pense que tous les PMM souffrent ou passent beaucoup trop de temps à faire, etc. Donc, voilà. Donc typiquement, si j'ai une étude de marché à faire, je sais pas, par exemple pour un SaaS, le premier outil que je vais utiliser, ça va être Perplexity. Voilà. Ça va être un très bon outil aussi. Donc là, je vais plus utiliser ChatGPT pour ce cas d'usage-là. Mais par exemple, pour faire un peu soit du brainstorming, soit de l'émulation. Donc typiquement, un cas d'usage que moi j'aime bien avoir, c'est je demande à une IA de mettre mes différents types de users dans une salle et d'échanger sur le produit, voire même de rentrer en conflit. Et en fait, l'IA, donc parce que l'IA est très forte pour générer du contenu, etc., ou imaginer ces conversations, etc., va me permettre d'avoir un format lisible, en plus qui est souvent agréable, voire même parfois marrant à lire, pour essayer d'avoir certains insights au marché. La chose qui est importante, et ça on en parlera dans les limites de l'IA, c'est que l'IA peut aussi dire des choses qui sont complètement fausses. Et même l'IA dit très régulièrement des choses qui sont complètement fausses. Donc il faut toujours avoir en tête que quoi qu'il arrive, ce qui est généré, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est généré, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est affirmé par l'IA qu'il faut le croire. Voilà. Par contre, ça peut être intéressant pour éventuellement identifier des hypothèses qui n'étaient pas venues, par exemple, dans mon chemin de réflexion. Et ensuite, ces hypothèses, je peux les tester en interview utilisateur et voir si, en fait, il y a quelque chose à creuser ou pas du tout. Et du coup, sur cet exemple de brainstorming, tu as des autres exemples sur l'utilisation, typiquement, quelles sont les questions que tu vas poser pour récolter un maximum d'insights, prévalider potentiellement des hypothèses que derrière tu vas tester en user research, etc. Ouais, alors, il y a 1000 manières de poser des questions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une librairie de prompts et que je partage dans ma newsletter au fur et à mesure. Parce qu'il y a 1000 manières d'utiliser l'IA sur chaque sujet. Typiquement, un cas d'usage que moi j'avais ce matin, j'essaie de mieux comprendre la psychologie des fondateurs early stage pour définir mon offre en tant que freelance. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire sous la forme de verbatim les insécurités de ces fondateurs-là liées à leur product marketing, globalement, et à leur
à leur go-to-market. Et j'ai eu des résultats super intéressants, et dedans, il y en avait qui avaient carrément du sens, ou en tout cas qui résonnaient avec des choses que j'avais entendues. Voilà. Ou même parfois, je me dis, ah, c'est intéressant, je n'avais pas vu les choses de cette manière-là, quoi. Je sais que par exemple, il y a pas mal de fondateurs qui ont peur de se focaliser sur une channel en particulier, et qui par exemple vont chercher à se diversifier. Et c'est marrant parce que je parlais avec un fondateur d'une early stage de YC, donc qui est accompagné par Y Combinator hier encore, et c'était exactement le sujet de la conversation. Donc là-dessus, c'est très intéressant pour essayer de... Il y a plein de manières de l'utiliser, pour toujours essayer d'aller creuser un peu plus loin sur la psychologie des buyers, des users, etc. Et ensuite de voir s'il y a des opportunités pour la construction de l'offre. Et là-dessus, est-ce que tu as une recommandation sur... est-ce qu'il faut déjà donner de la matière à ChatGPT pour lui donner une base? Typiquement, on connaît typiquement mon audience, elle est comme ci, comme ça, pour un peu qu'il soit du coup dans la peau de ce segment-là et que du coup on ait les bonnes, entre guillemets, bonnes réponses. Est-ce que tu as des conseils sur comment bien préparer et bien faire qu'on ait un maximum de réponses qui fassent du sens en fait? Ça, c'est une très très bonne question, Carlotta. Merci de la poser. Parce qu'aujourd'hui, le gros enjeu de la plupart des gens dans l'utilisation de l'IA, c'est d'apprendre à formuler leurs questions. C'est le sujet majeur et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'une question mal posée va donner des résultats qui vont être souvent assez moyens, là où une question qui est précisément posée va apporter des résultats qui peuvent être très intéressants. Donc globalement, quelques bonnes pratiques. La première, c'est de comprendre que faut pas donner non plus, faut donner du contexte à l'IA, mais il faut pas en donner trop, dans le sens où en fait l'IA souvent, même si elle s'améliore sur ces sujets-là, en fait vont tout prendre en compte. Moi, je sais que parfois, je donnais plein d'éléments à l'IA, tous les éléments n'étaient pas pertinents, elle prenait tout en compte, et en fait, à la fin, j'avais une réponse qui était, somme toute, assez moyenne, quoi. Une manière aussi d'avoir des bons résultats avec l'IA, ça va être de lui demander de prendre une certaine posture ou d'adopter un persona. Je te donne un exemple. Hier, donc j'étais en train de faire de la prospection, etc. Je reçois une objection de la part d'un client, donc ils n'ont pas de besoin sur ce quarter-là. Et je me pose la question de dire, OK, comment est-ce que je peux terminer la conversation d'une meilleure manière que, OK, pas de souci, à bientôt. Et donc là, à ce moment-là, je demande à ChatGPT, OK, tu as un expert en social selling, voici la conversation, donne-moi une meilleure manière de finir cette conversation-là. Et donc, par exemple, il me suggérait dans le message de dire, OK, pas de problème, si tu n'as pas besoin pour le moment, n'hésite pas à m'intégrer sur la définition de ta stratégie Q1 si tu as besoin juste d'un regard extérieur. Donc, ça montre déjà plus de générosité et plus de proactivité, simplement que, OK, pas de souci, à bientôt. Ou let's keep in touch, par exemple. Le fait d'adopter cette posture, ça permet d'avoir des sortes de coachs, de conseillers, en fait, spécialisés dans des sujets sur lesquels, par exemple, tu n'as aucune connaissance, etc. Et avoir de très bons conseils. On a parlé de 2 sujets. Déjà, la partie research, qui est du coup l'outil que tu recommandes, qui est principalement Perplexity. Et le deuxième cas d'usage, qui est plus la partie brainstorming, génération d'idées, d'informations qui peuvent après être utilisées pour nous en user research, en deep dive du messaging, etc. Qui est là pour le coup un outil, ce serait plutôt ChatGPT qu'on utiliserait. On va parler du troisième cas d'usage qui, t'as commencé à en parler, c'est sur la création de contenu. Je te laisse la parole là-dessus. Donc globalement, la création de contenu, c'est là où les technologies de Generative AI excellent le plus aujourd'hui. Et c'est là où elles s'améliorent à vitesse assez importante. Quand je vois les améliorations qui ont été faites en juste un an, c'est juste impressionnant. Et là, il y a par exemple OpenAI qui a release la feature Canvas dans ChatGPT qui permet de reprendre juste une partie du texte plutôt que d'itérer sur tout le texte, etc. Donc il s'améliore quand même assez rapidement. Typiquement, moi, je fais relire absolument tous mes messages par l'IA. Déjà pour tout ce qui est orthographe, etc. Et pour voir comment est-ce que je peux mieux formuler les choses, aussi d'une certaine manière. Un très bon cas d'usage quand on est PMM, c'est par exemple de créer une sorte de brief pour l'IA. Donc globalement, c'est quelques bullet points qui résument les enjeux clés, par exemple d'un lancement de produit. Et ensuite, à partir de ce brief-là, je vais envoyer à l'IA. Je vais lui dire d'en prendre connaissance et juste de me répondre OK. Donc ça, dans un nouveau thread ChatGPT. Et ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de créer mes communications une par une. Donc je vais d'abord lui demander de créer mes communications à destination de X segments de ma base de données clients. Je vais lui demander de créer mes contenus pour les réseaux sociaux, ma press release, etc. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir un niveau de personnalisation beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est l'une des grandes valeurs ajoutées de l'IA, c'est qu'il n'y a plus de friction à la personnalisation, etc. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux écrire 3 mails différents à 3 segments différents,
tu peux le faire en seulement quelques minutes. Là où avant, ça prenait quand même plus de temps. Sur ce sujet, il y a même des entreprises qui automatisent une partie de leur SEO, pas tout, mais une partie où ils utilisent ChatGPT comme une machine à écrire pour créer des dizaines d'articles en quelques minutes. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est super utile pour du SEO, surtout si tu fais des articles globalement qui n'ont pas énormément de... Comment dire? Des articles que j'appellerais moi à faible valeur ajoutée, globalement, qui sont vraiment des articles purs et durs de SEO, qui sont des articles qui sont standardisés, etc., et où tu n'apportes aucune vision sur le marché. Voilà. Globalement, ça, ChatGPT aujourd'hui est très très fort pour le faire, etc., ou Claude 3.5 aussi. Donc, voilà. Tu peux nous en dire plus sur Claude 3.5 justement? Tu as des usages en particulier de cet outil? C'est assez marrant d'ailleurs qu'on parle de ChatGPT parce que je suis repassé dessus il y a une semaine exactement parce qu'ils avaient sorti Canvas et leur dernier modèle O1 que j'avais envie de tester. Mais globalement, de base, moi j'utilise Claude 3.5 tout le temps, c'est mon modèle préféré, etc. Donc voilà. Donc c'est un modèle qui est construit comme ChatGPT, qui est très similaire. La différence, c'est qu'il est fait par Anthropic. Et les deux ont tendance à se tirer à la bourre. Il y a des classements de modèles. Il y a une arena où tous les modèles sont scorés, etc. Voilà. Et les deux qui se tirent à bourre, globalement, c'est ChatGPT avec le 3.5. Les cas d'usage sont extrêmement similaires, les résultats sont très similaires. Mais parfois, c'est quelques détails qui font la différence, notamment dans le copywriting ou dans la création de contenu. Il y a un moment où Claude 3.5 était nettement supérieur à ChatGPT. Mais après, ChatGPT a sorti, c'était à l'époque où c'était Claude, je crois, 3 versus ChatGPT 4. Et à cette époque-là, Claude était bien supérieur. Ensuite, ils ont sorti 3.5, il n'y avait plus de compétition. Et après, il y a ChatGPT qui a sorti 4.0. Et là où les modèles sont revenus à peu près à égalité. Mais globalement, à chaque fois qu'il y a un modèle qui sort sa dernière version, cette version est meilleure et donc généralement je l'adopte. Parce que même si c'est des points de détail, ces points de détail, ils peuvent faire gagner quelques minutes par jour et ces quelques minutes, ça se transforme en heures chaque semaine. Donc plus ça permet de débloquer des cas d'usage qui n'étaient pas possibles avant, ça évite certaines erreurs, etc. Et tu parlais du coup dans la partie création de contenu, tu as parlé de SEO, de press release. Est-ce qu'il y a d'autres contenus un peu clés où tu te dis, là, c'est un no-brainer, on va dire, de se faire accompagner de ChatGPT ou de Claude? Ouais, typiquement pour faire des présentations. Moi, j'utilise beaucoup pour faire des présentations. Alors là, j'utilise plus Gamma, globalement, qui est un outil tiers, où la version freemium est assez intéressante déjà. Parfois, j'utilise ChatGPT pour définir le contenu de ma présentation, plus Gamma pour la faire, et ensuite, moi, je la peaufine à la main. Parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours un travail de peaufinage à la main. Ça, je me rappelle pas avoir juste copié-collé un output et l'avoir envoyé direct. Mais déjà, là-dessus, sur la création de présentation, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et dès que je dois créer du contenu, même pour ma newsletter, je la fais relire, je la fais raccourcir, je la fais challenger par ChatGPT en permanence. C'est mon assistant copywriter, quoi. Donc absolument tout. En fait, à partir du moment où vous pouvez créer un contenu, vous pouvez utiliser globalement ChatGPT pour vous aider. Il y a certains contenus sur lesquels il y aura quasiment peu de retouches à faire et d'autres contenus où il y en aura beaucoup. Mais en tout cas, vous allez gagner du temps quoi qu'il arrive sur la tâche, quoi. Et typiquement, tu dis quoi à ChatGPT quand tu lui demandes de revoir ta newsletter? Le prompt que j'utilise le plus, c'est Use simple terms and expressions, où je lui demande par exemple de parler de manière naturelle parce que mon anglais, j'ai un bon anglais parce que c'est la langue que j'utilise le plus, etc. Mais j'ai pas un anglais natif non plus, donc il y a certaines erreurs que je fais toujours, parfois des petits détails de grammaire, parfois des règles que j'ai pas forcément en tête, etc. Donc je le fais corriger. Et ensuite, je lui demande juste improve my text. Et en fait, il va me faire une version que je vais juger améliorée ou pas, mais en tout cas, ça va me donner des idées pour améliorer mon propre texte. Et à la fin, ce que je fais, quoi qu'il arrive, c'est que je mets toute ma newsletter et je lui demande de cutter 15%. Parce que je sais que c'est trop long de base. Donc je lui demande de cutter au moins 15% et puis parfois 10% en plus. Et ensuite, comme ça, je me dis, ok, on a toujours du mal à cutter notre contenu, c'est normal. C'est toujours très dur de raccourcir. Et ça, pour ça, les IA sont redoutables. Pareil, j'ai envoyé encore un message ce matin, je me dis, bon, mon message est beaucoup trop long, je demande à ChatGPT de tout me cutter, quoi. Et à la fin, je regarde le message, je me dis, il est nickel, il n'y a pas un mot en trop. Donc, et en copywriting, moins il y en a, mieux c'est, quoi. Donc on a passé là quelques exemples de cas d'usage, que ce soit dans la création de contenu, le brainstorming, la research. Du coup, la question, est-ce que pour toi, il faut forcément payer les licences? Donc ça peut être ChatGPT, ça peut être des autres licences des autres outils.
pour vraiment pouvoir avoir la bonne qualité ou parfois la licence gratuite suffit? C'est une bonne question. Là-dessus, j'ai une réponse qui est très claire. Pour moi, c'est un grand oui. Tout simplement parce qu'en fait, même une amélioration marginale de ChatGPT apporte énormément de valeur en plus à votre travail. Si vous économisez une demi-heure de travail par semaine, à la fin, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal de temps. Donc pour moi, c'est un grand oui. Le coût de ces technologies est complètement anodin comparé à un retour sur investissement. Je ne connais pas de technologie, en tout cas pour des technologies de productivité qui ont un tel retour sur investissement. Enfin, moi, si on me demandait de payer ChatGPT 199 dollars par mois, je le ferais. Tellement ça me fait gagner du temps, tellement ça me permet d'aller plus loin, tellement ça me permet de progresser en tant que PMM, etc. C'est juste, le coût est complètement marginal comparé au retour sur investissement. Donc si on te dit par exemple, aujourd'hui je peux te proposer un assistant qui va te permettre de gagner entre 5 à 15, voire 20 heures par semaine et de t'améliorer dans ton job seulement pour 25 euros par mois, est-ce que tu l'achèterais? Je pense que c'est dur c'est dur de dire non, quoi. Moi je paye pas mal d'outils différents parce que j'en teste beaucoup aussi, mais je reviens toujours aux basics, je reviens toujours à ChatGPT avec le 3.5. Et pour toi, quel est l'impact de l'IA sur les métiers du product et plus particulièrement sur le rôle de PMM? Est-ce que tu vois vraiment, toi, dans ton quotidien, un impact sur la posture, sur le métier, sur le rôle en tant que tel? Très bonne question aussi. Alors là-dessus, je vais partager une opinion personnelle car je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, etc. Donc c'est mon propre pari. Voilà. Je pense que la première chose que je veux évacuer, c'est que le remplacement total de la fonction de product ou de product marketer par l'IA, aujourd'hui, il n'y a rien qui me laisse l'envisager ou la présager par rapport à l'avancée de la technologie, etc. Après, on n'est jamais abrité que demain OpenAI annonce le ChatGPT 5 et que en fait, ça change absolument tout, globalement. Aujourd'hui, je vois rien qui me laisse envisager ça, mais une fois de plus, je vois pas le futur, donc peut-être que je me trompe. Pour moi, la question, c'est plus comment est-ce que j'apporte de la valeur aujourd'hui en tant que product marketer. Et ça, je pense que c'est une question que tous les product marketers doivent se poser parce qu'elle est absolument structurante. Est-ce que c'est en écrivant des mails basiques de lancement de produits qui sont standardisés que j'apporte de la valeur? Est-ce que c'est en remplissant des boards Asana ou des tickets Jira que j'apporte de la valeur? Est-ce que c'est en faisant des slides sur PowerPoint ou en mettant à jour des spreadsheets? Je ne pense pas personnellement que ce soit qu'un product marketer apporte de la valeur. Je ne pense même pas que ce soit l'essence du job. C'est juste des tâches sur lesquelles on passe beaucoup de temps aujourd'hui et dont, espérons rapidement, on pourra être libéré grâce à l'IA. Je pense que le product marketer il apporte de la valeur en ayant une compréhension fine des subtilités de son marché et de ce que veulent ses customers. Il apporte de la valeur en étant capable d'aligner les équipes en interne et d'orienter le choix des décideurs dans la bonne direction. Ou de définir des messages qui résonnent vraiment avec leur audience. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui. En fait, je pense que la valeur du product marketer, elle ne vise pas à être capable de comprendre ce qu'il y a d'évident sur le marché, etc., mais d'en comprendre vraiment des subtilités, des points de détail sur lesquels on peut faire la différence. Et c'est comme ça qu'en fait, on définit par exemple un bon positionnement, etc. C'est pas en étant juste sur quelque chose de complètement obvious et évident, ou voilà. C'est en ayant vraiment une connaissance fine du marché et des customers. Et c'est comme ça qu'on apporte de la valeur. Ou c'est vraiment en apportant ou en alignant les équipes en interne, par exemple. Donc ça dépend aussi si on bosse dans une early stage ou dans une scale-up ou dans de l'enterprise, etc. Mais là où personnellement, moi j'apportais le plus de valeur lorsque j'étais à Scaleway, c'était notamment dans l'alignement des équipes en interne. C'est une boîte de 600 personnes, il y a plein d'équipes qui sont ultra spécialisées, etc. Scaleway, c'était une machine à lancer des produits, on lançait des nouveaux produits toutes les 2 semaines. Il fallait être capable que les gens soient au courant, qu'ils comprennent la feature, qu'ils comprennent les enjeux derrière la feature, etc. Qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'était important pour nos clients et comment la présenter. Il fallait être capable de former les équipes sales. Et ça, aujourd'hui, une IA n'est pas capable de le faire. Par contre, l'IA peut aider à le faire, globalement. Et c'est pour ça que, personnellement, mon ressenti, c'est qu'il y a un gap qui va s'opérer, car il y a des tâches qui vont être sur lesquelles l'IA aujourd'hui égale la plupart des product marketers ou est beaucoup plus performante. Et il y a des tâches sur lesquelles les IA aujourd'hui peuvent absolument pas rivaliser avec les humains. Et c'est sur ces tâches-là, en particulier, qu'il faut se focaliser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Tony, donc mon partenaire sur ce projet Courrière, on avait créé cette newsletter. C'est pour apprendre justement les product marketers à utiliser l'IA, à réduire le temps qu'ils passent sur ces tâches qui sont somme toute, à mon sens,
à faible valeur ajoutée et se focalisent vraiment là où ils apportent de la valeur, parce que ça, globalement, c'est ce qui fait la différence, même dans le succès d'une boîte, quoi. Un product marketing bien fait, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui peut permettre à une boîte de se différencier. Oui, donc en fait, la première étape, c'est déjà un peu de faire même presque une checklist ou une liste de valeurs ajoutées, à le faire moi, plutôt qu'une IA, ou en tout cas juste en soutien, quoi. Complètement. Je pense que la meilleure manière d'apprendre à utiliser l'IA, donc, ok, j'écris une newsletter où je partage des tutoriels, mais vraiment la meilleure manière d'apprendre à utiliser l'IA, c'est de l'utiliser absolument tous les jours, sur tous les cas d'usage, et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et apprendre justement à les requêter, apprendre à donner les bonnes informations. Parce que plus on l'utilise, meilleur on devient. Et on peut chercher des raccourcis, etc., mais chacun a une utilisation très personnelle de l'IA. Donc il faut réussir à la développer, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'IA, à mon sens, elle va accroître le niveau moyen des product marketers. Dans le sens où, en fait, elle va les libérer des tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée et qui prennent le plus de temps chaque semaine. Ce temps, les product marketers vont pouvoir l'utiliser à des tâches qui sont donc plus stratégiques et qui font la différence. Donc, ce qui est quand même, et en plus, ce qui est plus intellectuellement stimulant et intéressant, quoi. Et elle va aussi leur permettre d'apprendre plus rapidement. Globalement, moi, à chaque fois, je connais aujourd'hui aucun product marketer qui excelle dans toutes les dimensions du product marketing. J'en connais aucun. J'en connais qui sont très bons sur 2-3 piliers, etc., voire même 4-5. Mais globalement, le product marketing, c'est un job tellement large que je connais personne aujourd'hui qui excelle à absolument tous les niveaux. Ben justement, en fait, en utilisant les IA, ça va permettre de libérer du temps justement pour s'améliorer sur ces points-là, ou même de l'utiliser comme coach. En fait, moi, je l'utilise en permanence comme coach pour challenger mes propositions, etc., et m'aider à m'améliorer, quoi. Donc le niveau, et je pense que c'est la dernière partie de ma réponse, je pense aussi que l'impact de l'IA sur le marché du travail, c'est que le niveau d'exigence de la part des entreprises va augmenter. Car pourquoi est-ce qu'une entreprise engagerait un PMM aujourd'hui s'il apporte une valeur marginale versus l'IA? Donc il y a un gap qui va se créer entre ceux qui apprennent à utiliser l'IA tôt, qui vont apprendre à se séparer un peu de ces tâches qui sont ultra chronophages, faible valeur ajoutée et qui prennent énormément de charge mentale, et qui arrivent à se focaliser sur ces tâches à forte valeur ajoutée, où là, par contre, la demande devrait être croissante, parce qu'on est sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, où les boîtes peinent à faire la différence, et c'est là où des product marketers peuvent apporter beaucoup de valeur. Ça, c'est mon pari, c'est mon opinion, en tout cas. Merci beaucoup, Lucas, pour toutes ces explications, ce partage d'expérience. Je suis sûre que ça va beaucoup aider, inspirer la communauté aussi à progresser, à apprendre et à vraiment se lancer sur l'usage de l'IA, de ChatGPT, de Perplexity, de tous les outils dont on a parlé. Et si ça te va, on passe aux 3 questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur le podcast et pourquoi? Alors, de mon côté, j'aimerais beaucoup entendre plus de fondateurs de startups, notamment parce que ce sont eux qui sont les premiers product marketers de leur boîte. Et ça, moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à bosser en early, etc. Et parmi les plus brillants product marketers que j'ai rencontrés, il y avait des fondateurs de startups. Parce qu'en fait, pour eux, les sujets de product marketing, comme par exemple le positioning, le messaging, etc., c'est pas des sujets d'optimisation, c'est pas des sujets de comment est-ce qu'on va augmenter les conversions, c'est des sujets juste de survie, quoi. Donc, clairement, très très partant pour entendre plus le point de vue de fondateurs sur la discipline. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux. Est-ce que tu recommandes une ressource, un livre en particulier? Alors, un livre que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, qui est assez cool, qui est sorti en 2016, je crois, donc pas tout à fait récent, mais qui s'appelle Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World. C'est un très très bon livre pour... En fait, moi, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de mon temps aussi, et du fait que, en fait, parce qu'on a tendance à faire du multitasking, en fait, on fait rien, globalement. On fait que des tâches qui ont zéro valeur ajoutée, on construit rien derrière, et pour atteindre un certain niveau d'expertise et d'excellence, il faut être capable d'arriver à se concentrer sur des plages de durée d'environ 2-3 heures. Voilà. Parce que c'est le temps qu'il faut aussi pour vraiment être capable d'atteindre un niveau de concentration qui permet de faire la différence. Et ça, moi, je le vois tous les jours depuis que je me suis lancé à mon compte, etc. Parce que c'est seulement comme ça qu'en fait, que j'arrive à trouver de nouvelles idées, etc. Donc, je recommande à n'importe qui de lire ce bouquin. Et est-ce que tu as une autre ressource, que ce soit plutôt une personne à suivre, par exemple? Carrément, donc je pense que la plupart des... Bon, tout le monde connaît Anthony Pierry de Fetch, etc. Mais sur un genre un peu différent, il y a Maya Vogé, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est une consultante qui est en go-to-market, donc pas en product marketing, sur LinkedIn, que je suis beaucoup. J'achète ses ressources. Globalement, j'ai acheté son bouquin, je l'ai lu, il est très très bien. Globalement, il m'a permis aussi d'élargir
ma connaissance sur des sujets go-to-market qui ne soient pas forcément directement liés au product marketing. Donc très très intéressant. Et en plus, elle a plein d'énergie. Ses contenus sont super agréables à lire. Je recommande 1000 fois. Ouais, je peux que m'aligner avec ce que tu dis et je l'ai contactée pour voir si elle pouvait participer au podcast. Donc potentiellement, ce sera une des prochaines invitées, je ne sais pas quand, mais ça va être cool. Et pour finir, la plus facile, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter ? Alors sur mon LinkedIn de préférence, je réponds assez rapidement. J'adore rencontrer de nouveaux product marketeurs ou même des gens qui bossent dans le product ou en marketing, etc. Et de toutes les seniorités. Donc généralement la conversation n'est pas la même, mais moi je prends autant de plaisir à faire. J'ai un créneau qui est dédié à ça dans mon agenda chaque semaine, juste au networking, etc. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter, que ce soit pour des sujets de product marketing, même de freelancing, etc. Ou même des sujets qui sont liés à l'IA, avec grand plaisir pour répondre si vous avez des questions, etc. Ou même si vous ne savez pas par où commencer et vous avez besoin de quelques ressources, avec grand plaisir pour les partager. Trop bien, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode. Trop bien, trop cool. Merci encore Lucas et je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Merci à toi Carlotta, à la prochaine, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.